Donc, je vous propose de reprendre sur la discussion. Donc, je remercie encore une fois chacune des intervenantes. J'ai beaucoup aimé le fait de rappeler que nous sommes dans la maison du maître, que la question de l'académie, c'est un lieu de production du savoir et du pouvoir, et rappeler une des dimensions importantes du pouvoir, qui est la question du racisme. Donc la question se pose de décoloniser les savoirs et les pratiques politiques. Donc voilà, c'est prometteur d'une discussion riche. Et donc vous avez la parole. Je propose de recueillir les interventions et puis de redonner après la parole aux intervenantes, de constituer un échange avec la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent dès maintenant intervenir? Alors, si je peux me permettre, pendant notre intervention, nous avons été interrompus par une dame. Donc, si vous avez des questions à nous poser, c'est maintenant. Parce que vous vous êtes permis de nous interrompre. Donc, je ne sais pas si elle se reconnaît, mais en tout cas, vous avez la parole, du coup. Oui, c'est bien à vous que je parle. La dame avec la bouteille d'eau Evian. Voilà, vous nous avez coupé pendant l'intervention, donc vous pouvez vous exprimer. Merci. Voilà. Qui voulait parler avec moi? Ouais. Oui. On vous passe le micro. Voilà. Ah bah on va, c'est parfait. C'est parfait. Comme ça, autant commencer. C'est assez respectueux, donc... Pardon, merci. Je m'appelle Maya Surlude, je suis une des deux porte-paroles, la deuxième étant Suzy Rothman du Collectif national pour les droits des femmes. Je suis d'autre part également à la CADAC, qui est la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Il se trouve que je suis dans le mouvement des femmes depuis 40 ans. Vous voyez, je ne suis pas de prime jeunesse. Et ce que je déplore, mais j'ai pas envie d'avoir un véritable débat, ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance qui tient en partie à notre responsabilité de ce qu'est le mouvement, de l'histoire du mouvement des femmes en France. Je peux vous assurer qu'il y a une histoire, il y a un passé. Et la nôtre, oui, notre mais histoire. attendez, écoutez, Non, mais... je parle pas de la vôtre, mais justement, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons œuvré pendant des années avec le mouvement des femmes noires. Pendant des années, nous avons travaillé ensemble et entre autres mobilisé contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nous avons fait je ne sais combien d'initiatives à ce sujet. Nous avons également participé à, je me souviens, il y avait un collectif féministe contre le racisme, le sexisme, à la Maison des Femmes de Paris, dont j'étais avec Christine Delphi, sauf que maintenant, nos chemins se sont séparés. Nous avons été à l'initiative de la création de la Maison des Femmes de Paris, première maison qui était pluraliste, c'est-à-dire qu'auparavant, le mouvement des femmes a toujours été à l'image d'une histoire qui est spécifique à la France, était particulièrement divisée, où il y avait d'un côté les radicales, d'un autre côté les différentialistes et de l'autre les courants de lutte de classe dans lequel j'ai toujours été et nous pensons que d'une certaine façon le collectif droit des femmes aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire-là. Et je dois dire qu'il y a eu effectivement au moment une lutte, la marche des beurs entre 83 et 84, malheureusement récupérée par un parti socialiste, mais il y a eu des luttes. Et des luttes importantes de contestation, effectivement, d'une certaine conception de la société. Nous n'avons pas été seulement le mouvement des femmes n'est pas seulement un mouvement des femmes contre le patriarcat. Il s'inscrit aussi dans la lutte des classes, il s'inscrit aussi dans une certaine conception de la société, il s'inscrit aussi... Et le mouvement était de ce point de vue-là divisé. Je ne dis pas que nous étions du bon côté, mais nous avons été effectivement souvent aux côtés de ces luttes-là. Et entre autres, je veux dire que ce n'est pas par hasard, nous avons été à l'initiative avec Christine Delphi de la création de cette maison des femmes qui était pour la première fois une maison pluraliste, c'est-à-dire radicale et courant de lutte de classe. Bon.
nos chemins depuis se sont séparés, mais je pense qu'effectivement, nous portons, et je termine là-dessus, une grave responsabilité dans le fait que nous n'avons pas écrit. Nous faisons partie de ces gens qui sont toujours agités, qui ont toujours milité. Alors, à un moment donné, il fallait faire le choix entre on milite, ou on écrit en milite. Bon, nous n'avons pas eu suffisamment de relais du côté de la recherche. C'est aussi un des problèmes majeurs de ce pays, les divisions entre la recherche et le militantisme. Bon, c'est toute une série de choses qui est difficile de résumer en 3 mots, mais je tiens à vous dire que je ne veux pas, j'ai tout d'un coup eu le sentiment que nous, on était vraiment des réacs, les blanches. C'est pas ce que nous avons dit. Non, mais je me suis senti comme ça. Le féminisme des femmes blanches, je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, nous avons participé chaque fois et toujours, quand nous l'avons pu, à la lutte à la fois contre la domination de classe, mais nous ne l'avons pas théorisé comme une affaire de race, nous l'avons théorisé comme un rapport de domination et d'exclusion, de discrimination. C'est plutôt dans ce langage-là, dans cette dynamique-là que nous sommes inscrites. Je vous remercie. Tiens, je vais en profiter, puisque le micro est juste à côté, pour compléter quelque chose que je voulais dire. Vous avez fait référence tout à l'heure à la coordination des femmes noires, en disant que ça a été complètement occulté. C'est vrai, comme l'a dit Maya, on n'a pas eu le temps d'écrire l'histoire, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de relais dans la recherche. Mais en 2010, pour les 40 ans du MLF, le Collectif national pour les droits des femmes a organisé un colloque qui s'appelait justement Faire ou écrire l'histoire, le féminisme, lutte de classe de 70 à nos jours. Est intervenu dans ce colloque Gerty Dambury de la coordination des femmes noires. Alors on n'a pas sorti les actes. Il va falloir qu'on le fasse, on va le faire. Je tiens à votre disposition, si vous me donnez votre mail, son intervention. Hein, il y a eu aussi Swat Benani des Nana Beurre. Il y avait aussi à l'époque, dans les années 70, le MODEFEN, le mouvement de défense de la femme noire de Lydie Daubignac, qui notamment se battait contre l'excision, etc., etc. Donc je pense que nous sommes en partie responsables de ce genre de choses, parce que de cette, je dirais, méconnaissance, parce que nous n'avons pas eu le temps d'écrire l'histoire, mais je pense qu'un dialogue serait très fructueux pour essayer de restituer les choses. Voilà, ça me semble pour le moins important. Mais la coordination des femmes noires, elle n'est pas totalement occultée, c'est faux. Et je ne sais pas si vous êtes en contact avec Gerty Dambury, mais on peut vous mettre en contact avec elle si vous voulez. Mais on peut répondre. Moi, je tenais pas à revenir sur une histoire plus ancienne, mais il me semble qu'il y a eu une manif là de la CADAC, des grosses manifs là au moment de novembre, où il y a des femmes voilées qui ont été exclues de la manifestation. Quand même, c'est quelque chose d'assez récent. L'histoire plus ancienne, je la connais pas, mais je veux pas qu'on monopolise le débat là-dessus non plus. Je suis pas venu pour ça. Non, écoutez, on va pas. Bon, je tiens à dire une chose. Nous n'avons exclu personne. Il y avait 2 manifs. Ça fait 2 ans déjà que pour le 8 mars, il y a 2 manifestations. Il y a eu 2 manifestations. Non mais excusez-moi. Oui. Non mais excusez-moi. Non mais moi il y a effectivement des manifs avec d'un côté le Strass et les femmes voilées, et de l'autre côté des gens qui ne partagent pas ce point de vue. Voilà. Oui, enfin. En 2004, nous avons pris position contre le voile, mais pas pour la loi. Alors, excusez-moi. Si c'est pour faire notre tribunal. Non mais est-ce que c'est possible, par contre, excusez-moi, mais est-ce que c'est possible en fait que vous nous écoutiez? Vous êtes venus ici pourquoi? Non mais vous êtes venus ici pourquoi en fait? C'est mon questionnement. Là, depuis tout à l'heure, en fait, vous nous faites des leçons d'histoire, comme si finalement l'afroféminisme que nous portons n'a aucune espèce de sens, n'a aucune espèce d'intérêt. Non mais attendez, nos vies sont politiques. Donc nous faire des leçons sur la coordination des femmes noires. Moi, j'ai été à l'université, j'ai été à l'école des hautes études en sciences sociales, d'accord? J'ai appris des choses sur le féminisme, mais la coordination des femmes noires n'y était pas. Donc mon histoire, moi, mon identité, je l'écris quand? Je l'écris quand? Sur quelle base? Vous avez les vôtres, et nous? Non, mais c'est indécent. Vous n'êtes même pas foutu de me regarder dans les yeux. C'est exactement. Je pense que vous pouvez partir. Exactement. Vous n'avez pas votre place.
Eh bien oui, vous n'avez pas votre place. Vous nous avez coupé pendant notre intervention. Donc il y a un moment, l'irrespect est de votre côté. Donc vous pouvez disposer. Oui, merci beaucoup pour toutes ces luttes menées. Merci. On fera les nôtres. Et le mépris comme le vôtre, on en voit tout le temps et on n'en veut plus. On fait une intervention, vous nous coupez la parole en pleine intervention. C'est ça votre vision de votre féminisme? Pendant qu'on parlait, vous parliez par-dessus nous? Non mais sans déconner. Eh bien, disposez, madame. Oui, bon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi de ne pas confondre. Ça va 2 minutes, moi. Désolé, hein. Il y a un moment, voilà. Donc, du coup, c'était plus simple maintenant ou pas? Bon, alors, on va essayer un peu. Je sais qu'il fait chaud, c'est la fin de l'année, tout ça, comme j'ai dit, mais bon, c'est vrai que c'est important. C'est important parce que, bon, là encore, c'est une question de rapport de pouvoir, etc. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est important de situer un peu l'idée vraiment de la table ronde. C'était effectivement d'apporter et de permettre, notamment à l'association, mais un peu à nous, de parler de notre expérience selon notre point de vue et notre positionnement. Et effectivement, l'idée un peu, du coup, bon, elle est partie, mais l'intervention de la féministe et du mouvement, c'est pas une question entre guillemets, simplement de remettre en cause, j'ai envie de dire, leur expérience, etc. Mais cette idée, elle l'a dit en fait, même de toute manière dans son intervention, d'avoir choisi de mettre en avant un rapport de domination de classe et effectivement d'exclure et d'invisibiliser plus la question raciale. Et maintenant, si effectivement il y a un problème avec l'histoire des féminismes en France, on n'est pas là pour dire qu'il y a toujours eu un féminisme blanc, entre guillemets, homogène, etc. C'est l'histoire, c'est ce qu'on essaie de dire, c'est comment, d'une manière ponctuelle, il a été nécessaire que d'autres mouvements émergent parce qu'ils ne se sentaient pas représentés par les mouvements qui étaient là dans le contexte. Et là, l'idée, c'était effectivement pas simplement de mettre en avant l'intersectionnalité des rapports de pouvoir, mais c'est beaucoup quand même d'insister sur cet enchevêtrement de ces rapports et la difficulté de lutter sur plusieurs fronts ou sur, comme dirait Myriam Cook, sur cette idée de critique multiple parce qu'on est tous et toutes pris dans différents rapports. Donc, je propose qu'on continue le débat, plus par exemple, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur l'idée sur l'émergence de ce qu'on appelle les féministes postcoloniaux ou décoloniaux et sur l'impact que ça peut avoir de manière plus générale aussi dans les sciences sociales, avec le lien avec le monde académique, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je veux juste, vu que je me sens un peu responsable de la situation, que pendant l'intervention de Moissy, la dame à côté de moi faisait ses commentaires jusqu'au moment où elle a dit « Ah non, mais c'est n'importe quoi, c'est du crachat ». Et donc là, j'ai pas pu me retenir. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce qui vient de se passer, c'est vraiment son impossibilité à entendre une critique de ses 40 ans de militantisme. Et c'est vraiment en fait ça qui est représentatif, ce qu'on appelle le féminisme blanc. Donc c'est pas une attaque de sa blancheur ou de sa blanchité, mais c'est une possibilité pour elle de reconnaître qu'il y a d'autres formes de féminisme et que son féminisme ait pu être excluant ou genre oppressif même d'autres féministes. Quand elle dit « je suis contre le voile », enfin, elle n'est pas musulmane, elle n'en sait rien de la situation des femmes musulmanes et de leur rapport au voile. Donc ce féminisme qui est censé libérer toutes les femmes est en fait un féminisme qui libère toutes les femmes blanches, chrétiennes ou judéo-chrétiennes, et donc pas les femmes noires, ni les femmes voilées, ni les travailleuses du sexe, et ni certainement LGBT. Enfin, j'ai pas son avis sur la question, mais bon, je peux le prévoir. Voilà. Donc,
En fait, c'est ça l'idée du féminisme postcolonial. Enfin, moi, je préfère le terme féminisme décolonial. C'est vraiment le décentrement de l'hégémonisme occidental, européen, et vraiment une réindigénation, enfin, se réindigéniser, de nos corps, de nos histoires et de nos luttes. Donc, c'est vraiment de voir nos luttes dans un contexte indigène ou noir ou arabe ou musulman. Et c'est pour ça que c'est important. Voilà, c'est tout. Je suis obligée de parler dans un micro ou tout le monde m'entend? Du coup, en réaction à ce que vous venez de dire, est-ce que vous considérez que il peut totalement être... Bon, je vais resituer le truc. Je veux rentrer à l'UHESS et j'ai prévu de faire un pré-projet j'ai prévu de faire un mémoire sur justement comment les féminismes postcoloniaux ou décoloniaux ont ouvert le champ du féminisme blanc, l'ont critiqué, etc. Est-ce que vous pensez que, en tant que femme blanche, je suis totalement franco-française et je n'ai jamais vécu ce type d'oppression, j'ai pas forcément une légitimité, mais j'ai un droit d'écrire sur ce genre de choses ou pas? Comment vous le vivez que des femmes blanches dans des universités puissent écrire sur les luttes qui ont été menées et qui sont menées? C'est dommage. Moi, j'aimerais bien voir plus de mes amis racisés, pas juste noirs, juste mes amies non blanches à votre place, faire ce genre de recherche. Mais les portes sont moins ouvertes pour elles. J'aimerais bien que quelqu'un qui me ressemble écrive sur les gens qui me ressemblent. Je suis pas contre la recherche. Moi, je suis toujours contente de lire ce qui a été écrit sur l'apport des femmes noires, même sur l'apport des femmes, sur l'apport des femmes non blanches à l'histoire, au mouvement féministe. Mais c'est vrai que c'est toujours écrit par des personnes blanches. Donc, ça n'a rien de personnel, mais c'est juste que une femme blanche qui écrit sur les mouvements féministes non blancs, c'est du déjà vu. Voilà. Et pour rebondir sur ce que dit Annette, moi, ce que je trouverais pertinent justement dans la recherche universitaire, c'est aussi un moment, on se focalise beaucoup sur les populations qui sont minoritaires ou minorisées. Quand est-ce qu'il y aura un travail de recherche finalement sur, par exemple, la blanchité? Des blancs font des travaux de recherche sur la blanchité. Ça, ce serait pertinent. Ça apporterait à la recherche. Est-ce que, par exemple, beaucoup de recherches ont été faites, par exemple, sur des minorités sexuelles. Quand est-ce qu'on va déconstruire l'hétérosexualité, par exemple? Je pense qu'il faut aussi peut-être désaxer aussi un petit peu. Je dis que ça a sans doute été fait, mais je trouverais ça pertinent qu'il y ait davantage de travaux aussi sur les dominants, en fait, plutôt que de se focaliser sur les populations dominées. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai une question par rapport à l'intersectionnalité et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Sonia sur la différence entre postcolonial et décolonial. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'utiliser les mêmes catégories que celles qui ont été mises en place sous l'ère coloniale? Et autre chose où j'ai un peu du mal avec la question du féminisme blanc, parce que moi-même, je ne saurais pas quoi dire. Moi, je suis franco-iranienne. J'ai travaillé 3 ans en Tunisie. Je m'intéresse à toute forme de militantisme, vraiment, et que ce soit queer, féministe. Pour moi, c'est plus une lentille de vision et d'analyse. Finalement, est-ce que nous aussi, en tant que femmes racialisées, on n'a pas aussi souvent ce manque de légitimité des pays d'origine? Ça arrive assez souvent qu'on veuille parler au nom des femmes musulmanes. Moi, je pourrais parler au nom des femmes musulmanes, mais est-ce que j'ai le même contexte et les mêmes réalités que des femmes qui sont de première génération de l'immigration? Est-ce qu'il n'y a pas plein finalement de facteurs à prendre en compte et que c'est un peu simplifier les choses que juste de rester dans, en gros, la race, la classe, le genre ou encore le handicap ou encore
la sexualité. Il y a encore plein d'autres choses. Et voilà, je me pose juste des questions par rapport à ça. On va faire passer, je pense. Alors, je suis Fania, je fais partie du collectif Moissy, mais j'étais aussi directrice d'une publication que Franck A, qui s'appelle Assiégé, qui est une publication faite par des personnes racisées intersectionnelles, qui passe de toutes les questions. Voilà, c'est celle-ci, c'est un gros, et on parle de tout, des travailleuses du sexe, etc. Donc, sur la question de l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été créé par une femme noire pour parler de ces questions, une femme noire queer. Donc, ça prend en compte ça, et il n'y a pas de simplification vu que les vies, elles sont complexes. Donc, mettre la notion de privilège et comment s'articulent les dominations, parce que je pense que les gens pensent que l'intersectionnalité ou les luttes politiques comme Moissy, ce sont des luttes d'identité, identitariste. Il n'y a pas de question d'identité. C'est une question politique. C'est une question politique, comment les structures s'imbriquent et comment l'oppression s'imbrique. Donc il faut sortir de ce truc individuel que ce soit le sexisme, le racisme, le patriarcat au sens large, où j'inclus l'homophobie et la transphobie. Ce sont des choses individuelles. Ce sont des structures où les gens qui ont des privilèges, en tant que femme cisgenre, j'ai des privilèges sur les personnes transgenres, je suis bénéficiaire de ces privilèges, je suis bénéficiaire de ce privilège, et il faut s'en rendre compte dans mes interactions. Et justement, nos vies sont extrêmement différentes. Je n'ai pas la même vie en tant qu'haïtienne que Annette, ghanéenne ou du Congo, ou des personnes de Moissy qui sont musulmanes, primo-arrivantes, ou etc. Donc, on a des vies différentes, mais ce qui fait qu'on peut se retrouver ensemble, c'est que quand on rencontre des Noirs canadiennes, haïtiennes, américaines vivant au Sénégal, c'est qu'il y a des réalités oppressives qui se répètent, parce qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à l'oppression systémique. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Et ça sert à ça. Donc il n'y a pas de simplification. Car quand on articule le rapport de qu'est-ce que c'est d'avoir un diplôme et on gagne en classe, mais le privilège de race, on l'a toujours pas. C'est-à-dire qu'on peut gagner quelque part, mais on l'a pas. Donc il n'y a jamais de simplification dans l'articulation. L'articulation permet aussi de voir les rapports qu'on a dans nos propres communautés, pour ne pas avoir des choses oppressives pour les autres, vu qu'on a des situations dominantes en fonction de qui on parle, d'où on parle et à qui on parle. Donc là, je vais faire ma marxiste, mais les positions situées des acteurs est extrêmement importante lorsqu'on produit de la théorie, lorsqu'on milite. Il est extrêmement important de rappeler d'où on parle, pour qui on parle, et c'est pour ça que la remise en question de qui produit le savoir, pour qui, est assez important, parce qu'on connaît des gens, des chercheurs extrêmement connus, qui ont monopolisé la parole sur les personnes racisées, qui achètent les archives coloniales, qui les louent à des personnes racisées pour faire ces recherches. Et cette monopolisation a des conséquences en termes de capital économique, de capital symbolique, et donc il y a des conditions pratiques. Donc moi, je suis un peu marxiste, donc c'est important de revenir aux positions situées des acteurs. Donc moi, je parle de ma position de femme noire queer, et d'autres personnes parlent de leur position, mais quand on est à l'extérieur de ces positions, c'est extrêmement difficile d'articuler en nous transformant comme des objets simples de recherche. Donc voilà, l'intersectionnalité n'a aucune simplification, c'est extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est complexe, c'est parce que on se bat contre des organisations antiracistes qui sont misogynes, contre des organisations féministes qui sont racistes, contre l'inter-LGGG, c'est-à-dire blanc cis, blanc gay, qui sont anti-queer of color. On se bat contre tout ça, et en même temps, c'est-à-dire que tout le monde a des raisons de détester les gens qui sont pour l'émancipation totale, contre tous les systèmes oppressifs et anticapitalistes et décoloniales, etc. Donc ça rend les choses toujours plus compliquées dans notre collectif et dans les collectifs intersectionnels. Finalement, on est tous dans une position on a tous une position privilégiée les uns par rapport aux autres. Et comment on s'assure que prendre en compte le facteur race, c'est plus une étape pour passer au-dessus et aller quelque part que de rester dans nos schèmes. Je veux dire, imaginons que moi je sois pas racisée, et que mon féminisme en fait n'a rien à voir avec ma race, mais plus à ma qualité d'élite de chercheuse ou autre chose, mais que au sein des autres mouvements, je sois perçue par rapport à ce facteur
C'est ça que je suis en train de dire. Comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser juste comme une stratégie pour ensuite dépasser tout ça et aller vraiment vers la dépolyamité en fait. En fait, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de vécu. Donc on n'y échappe pas et on n'a aucune intention. Nous, ce qu'on veut échapper, c'est à l'oppression. On ne veut pas échapper au blackness, à la négritude. Moi, je ne veux pas échapper au fait d'être une femme noire. J'aime bien ça. Ce que je veux échapper, c'est à l'oppression, c'est ça. Donc, il n'est pas question de est-ce que la race est une étape, c'est la race, le genre, l'orientation sexuelle, la classe sont articulés en même temps, parce que moi je ne sais pas quand il y a des gens qui me discriminent, s'ils me discriminent parce que je suis une femme, ou parce que je suis noire, ou parce que les deux en même temps. Et je ne sais pas quand j'ai des confrontations violentes, je ne sais pas en fait, je ne peux pas analyser sur le fait, est-ce que c'est ça ou ça, et peut-être les deux jouent en même temps, donc il s'agit de toujours articuler simultanément tout, pour voir, il y a des positions quand c'est avec des interactions avec d'autres personnes noires, je sais que c'est plus le fait que je sois une femme peut-être, du moins il faut rentrer des questions de colorisme, comme je suis une femme foncée, ça ne donne pas la même position qu'une femme claire, donc c'est extrêmement complexe, donc l'articulation ne se fait pas en termes d'hiérarchisation, mais de positions situées en fonction et des situations et de quel interlocuteur ou dans quelle structure on est. Moi, je suis un petit peu à la fois dans la confusion et puis avec un très fort désir d'intervenir. Alors bon, je suis chercheuse au CNRS, à la veille de la fin de carrière. J'ai personnellement, c'est vrai, dans mes travaux, été amenée à réfléchir sur les mouvements féministes en France, etc. Mais au vu de l'état de la discussion, c'est vrai qu'on revient sur la question de la position, des positions situées, et peut-être pour me projeter ou pour participer au débat, j'aurais, un petit peu dans l'esprit que Sonia nous avait proposé, je dirais deux thèses. D'une part, je m'interroge jusqu'où nos positions de féministes nous donnent une espèce de tendance sur laquelle il faut lutter en permanence, comme si de notre position située de féministe, quelle que soit la diversité ensuite des champs dans lesquels le féminisme se situe, parce que le féminisme, il n'a pas été que radical, il a été parfaitement lié à des mouvements sociaux relativement progressistes, mais qui n'avaient rien de radical. Et donc, des fois, c'est une parenthèse, mais des fois, on fait un peu erreur sur quel est le sens du féminisme, surtout en France. Il n'a pas été tout le temps dans sa radicalité. Et que, donc c'est cette position, donc d'une part une interrogation sur cette tendance qu'on aurait, il me semble dans les échanges qui viennent de se produire, il y a comme si on avait une position d'expression ou de réflexion serait, parce que nous sommes dans une position, serait porteur d'un discours de vérité. Alors là, c'est vrai que je suis dans une confusion complète parce que je pense que la réflexion, la volonté de théorisation, elle est loin d'un discours de vérité. C'est pas de cet ordre-là et que j'ai plus eu tendance à avoir ce type-là de manifestation. Et deuxième réflexion, c'est vrai que peut-être sur l'expérience de ce qu'a été les positions des mouvements féministes en France, majoritaires dans son radical, dans la partie radicale, dans la partie radicale de sa majorité, on ne peut pas faire l'économie des transformations politiques. C'est-à-dire que le champ politique n'avait rien à voir dans les années 75 avec le champ politique des années 90. Et donc, par rapport à ces positions et ces transformations dans lesquelles les mouvements féministes, et donc un mouvement comme la CADAC ou le CNDF a pu se positionner, je pense qu'il faut réfléchir aussi qu'elles ne s'exprimaient pas du tout par rapport aux mêmes positions, leur même proprement position dans l'espace politique et social à l'époque. Bonjour. En fait, je m'appelle Rachida Absonré. J'ai étudié la socio à Paris 8. En fait, par rapport à ce que vous disiez,
par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux positions des femmes dans les années 70 ou 90, je crois quand même en France, il y a une histoire de l'immigration qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que dans les années 70, déjà, il y avait les fermetures aux frontières. Dans les années 90, il y avait les lois Pasqua par rapport au groupement familial. Et je pense qu'à ces moments-là, ces femmes avaient quand même des exemples assez clairs sur lesquels il fallait se positionner. Oui, mais il me semble que quand je dis ça, c'est parce que il me semblait qu'elles occultaient la question de la race, puisqu'elle parlait de la classe. Mais par rapport à ces moments-là clés, il me semble pas dans leur discours, de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai vu, qu'elles avaient un avis clair qui leur permettait de rebondir et de se raccrocher à l'afroféminisme et de comprendre en quoi leur mouvement avait occulté la question de la race et la question des autres femmes qui étaient à ce moment-là dans des situations précaires parce qu'elles étaient femmes d'immigrés. En général, elles étaient non travailleuses. Elles ne se sont pas non plus positionnées sur ces questions-là. Donc c'est dans ce sens où je pense qu'il y a quand même un blanc, on ne peut pas le nier, et ne pas se dire que dans les années 2015 émerge l'afroféminisme où la réalité en 2015 est beaucoup plus criante pour qu'on comprenne la question des femmes noires. Cette question-là a toujours été présente avec l'histoire coloniale de la France, même voire esclavagiste, et c'est pas parce que la France l'a occulté dans certains mouvements sociaux qu'aujourd'hui on peut dire que oui, c'est que dans les années 2000. Non, moi je ne me permettrai pas de faire ce raccourci-là, et je me dis il y a eu un trou, il y a eu un manque. Maintenant, à partir de ce moment-là, il se passe quoi en fait? Comment les féministes blanches se positionnent? Et on le voit bien avec OLF 69, on le voit bien même dans d'autres institutions de manière officieuse. La question des féministes qui ne se positionnent pas forcément en faveur des femmes qui portent le voile ou qui recrutent uniquement des féministes blanches alors qu'elles sont dans des quartiers populaires, c'est quand même assez problématique. Oui, comme je proteste contre ce que vous dites, parce que je crois qu'historiquement c'est pas vrai. Enfin, je peux en témoigner parce que d'abord on peut faire une espèce d'analyse sociologique de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les féministes de notre génération des années 70, nous appartenions aux classes moyennes, à tout d'un coup à ces femmes qui accédaient qui veulent accéder au monde du travail, de la carrière, etc. Donc il y a quand même un groupe de femmes qui a revendiqué pour ses droits, exactement comme des femmes maintenant, je sais pas, ayant un rapport lié à l'immigration, comme dit mon ami Aïssa Kadri, ou indigène, ou de couleur, ou de ce que vous voulez, maintenant peuvent s'exprimer parce qu'elles sont dans ce même mouvement d'ascension sociale. Alors il n'y avait pas du tout, moi je peux en témoigner, à l'époque j'enseignais à l'université de Nanterre, et on avait des liens, par exemple, avec les femmes des bidonvilles, sauf que on était dans l'illusion, mais qui est entretenue de part et d'autre, qu'on avait un même combat. C'est-à-dire que il y avait vraiment, on pensait qu'il y avait un seul groupe de femmes, et que c'était ces intérêts des femmes en commun qu'on défendait. Et par ailleurs, on avait aussi on avait aussi des positions anticoloniales. Mais c'est vrai aussi que l'idée même de la race, on la refusait parce que c'était lié à tout le racisme nazi, etc. Et qu'il a fallu ensuite repasser par d'autres canaux. Donc, moi je peux, il y a j'ai assisté plus que ça, par exemple à la naissance au tout début des années 80 d'un mouvement qui s'appelait Expression maghrébine au féminin, où il y avait, dont une des initiatrices est en particulier Halima Thierry Boumedienne, qui avait été mon étudiante. Donc il y avait et qui se disait à la fois fille de Voltaire et d'Ibn Khaldoun. Donc ça existait, mais c'est lié aussi à
au fait d'être en mobilité sociale, comme nous l'avions été. C'est-à-dire que moi, je suis la première à avoir eu un travail des femmes de ma famille, enfin pas des petits boulots comme ça, mais une vraie vie de travail. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé dans les vies, et c'est à ça qu'est lié le féminisme, et pas une façon de ne pas voir la race, sauf qu'on ne voyait pas, parce que les femmes n'exprimaient pas de revendications qui pouvaient les différencier des nôtres. Nous étions toutes, il nous paraissait à toutes être dans le même combat. Oui, j'avais des étudiantes qui venaient du bidonville, qui venaient me demander de les aider à trouver quelqu'un pour les faire avorter, etc. Je veux dire on était ensemble, et finalement c'est peu à peu qu'il y a que quelque chose s'est lié d'une opposition qui s'est surtout marquée, me semble-t-il, au moment de la première affaire du voile. Et puis il y a déjà eu, je pense, il y a eu un moment quand même qui a été très marquant, c'est la révolution iranienne, la révolution islamique. Je pense que là a marqué quelque chose. Oui, mais ça a marqué quelque chose, même en France. Donc c'est un processus qui a été lent, plus une transformation sociale. Est-ce que je peux répondre aussi à Mégane qui me posait une question pendant que j'ai le micro? Je crois aussi que justement, en dépit de toutes les différences qui sont marquées ici, nous sommes dans un phénomène, nous sommes dans un moment de globalisation. C'est-à-dire nous utilisons les mêmes concepts, nous parlons dans une même langue. Donc je pense qu'on marque les différences, mais qu'en même temps, on peut être aussi sensible à ce qui nous unit. Alors c'est vrai que Massad a bien montré effectivement que l'homosexualité, c'était, en tout cas, c'est un concept qui avait été exporté. L'homosexualité, l'hétérosexualité, mais de toute façon maintenant c'est adopté. Je veux dire que on est dans quelque chose de complexe, c'est-à-dire que les catégories homosexuelles, hétérosexuelles, bien sûr, moi j'ai fait tout un numéro de tumulte autour de ça, ça n'existait pas avant la colonisation dans un grand nombre de pays. Donc mais en même temps, maintenant ça existe, ça marche, ça fonctionne. Donc alors ça fonctionne quelquefois en même temps que d'autres types de comportements, c'est-à-dire qu'on dit, on ne dit pas. Enfin bon, il y a toutes sortes de négociations, mais comme il y en a ici aussi, mais on peut pas dire que c'est. Au moment où nous en sommes, c'est plus une simple exportation, de la même façon que les revendications des femmes, en particulier dans le féminisme islamique, sont des revendications qui sont portées en termes d'exigence de liberté individuelle. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est global, et qui est global, alors qui est probablement une exportation coloniale, mais de toute façon ça a été adopté comme je sais pas moi, les Pizza Hut. Je vous rappelle, à Ramallah ça s'appelait Pizza Hut pour que ça n'ait pas l'air trop occidental, mais on va dire comme le système de consommation, les médias, etc. Je veux dire qu'on peut pas, il y a quelque chose qui s'est passé là qui fait qu'on est en même temps dans le même monde et qu'on peut échanger, mais que peut-être qu'on en marque d'autant plus les différences parce qu'on est dans un même monde, mais avec des positions extrêmement inégales. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais voilà. Excusez-moi, je vais rebondir quand même parce que à ce moment-là, vous disiez que dans les années 70-80, elles avaient des revendications qui étaient les mêmes que les vôtres. Moi, je suis pas d'accord du tout parce que quand je vois comment sont traitées et instrumentalisées la question des mariages forcés, des mutilations féminines, je me dis que oui, effectivement, la manière dont ça a été traité, parce que vous êtes complètement passé à la trappe. Je dis pas vous personnellement, mais dans la manière de traiter les mutilations féminines, par exemple, la question de l'excision, c'est vraiment une vision très occidentalo-centrée de penser que déjà l'excision se fait partout de la même manière, ce qui change complètement. Il y a même des ethnies où on n'excise pas. D'autre part, la question des excisions, même si une femme est excisée, elle n'a pas forcément envie de se faire réparer. C'est pas toutes les femmes qui veulent se faire réparer. Donc du coup, ça change. Quand vous allez dans une association qui s'appelle le GAMS, pour le citer, qu'on vous dit il va falloir vous faire réparer, ou qu'on vous donne que ce discours-là en tant que femme mutilée, alors que vous pouvez en tant que femme vous réapproprier votre corps et donc du coup faire de cette blessure initiale
quelque chose que vous pouvez totalement vivre correctement au quotidien, c'est assez humiliant de se voir dire, quand vous êtes excisé, oui, mais madame, vous comprenez, il va falloir... Non, il y a un moment donné, je pense que parce qu'on ne comprend pas ces femmes, on projette la bonne solution qu'on a en tant que paternaliste sur ces femmes-là pour leur vie, leur corps. Oui, mais donc voilà, je voulais rebondir sur ça. Et la question de l'homosexualité, ça a toujours existé en Afrique, et c'est la question de l'homosexualité, c'est les religions, mais aussi les colonisations qui ont une question de dénomination, qui ont amené à ce que l'homosexualité en Afrique ne soit pas tolérée aujourd'hui. Mais avant la colonisation, dans plein d'endroits, l'homosexualité était acceptée. Et si vous voulez, c'est Fatou Kiné Camara, qui est une juriste passionnée de droit, qui a écrit un livre, je ne sais plus quel est son nom, avec d'autres chercheurs, sur ces questions-là, sur les questions de la femme, du corps de la femme en Afrique. Donc voilà. C'est bien ces auteurs-là qui sont justement concernés par la question. C'est une question de dénomination. Les sexualités, elles ont été toujours multiples. Hein, mais comment est-ce qu'on nomme, comment est-ce qu'on catégorise? C'est ça qu'il est question, pas d'autre chose. Hein. C'est la dénomination et la catégorisation. Bon, je ne sais pas pour... Oui, moi, c'était juste pour rebondir. Moi, c'est une forme d'incompréhension. En tout cas, dans la réaction des femmes, on l'a vu, mais je pense que c'est assez présent de toute manière, c'est de se dire, en tout cas, c'est pas une remise en cause du fait de ne pas avoir fait, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce qui est critiqué, c'est une forme d'universalisme, ou en tout cas une forme de manière de voir les choses à partir de son point de vue pour tout le monde, et notamment de se positionner sur des questions qui nous traversent pas, qui nous posent même pas problème, et dont du coup on peut absolument pas percevoir la complexité et tout ça. Et du coup c'est très compliqué souvent ces discussions, parce qu'il y a beaucoup de femmes blanches qui le prennent comme des éléments de culpabilisation, donc qui vont justifier dans tout ce qu'elles ont pu faire, tous les gens qu'elles ont rencontrés et tout ça machin dans leur vie, les amis qu'elles ont et tout ça, et puis en plus qui vont culpabiliser vachement là-dessus, et qui vont devenir assez insupportables en fait, parce en plus du coup parce que du coup ça devient en fait en plus à nous de porter la culpabilité des gens, et que le fait qu'ils savent pas comment faire et tout ça. Et donc du coup, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment important sur la question de votre sujet de recherche, mais de se dire qu'en tout cas c'est pas une question de culpabilité à avoir du tout, mais de se dire vous avez des questions et des réponses et des choses qui vous posent problème ou qui peuvent être problématisées de votre vécu en tant que femme dite blanche, identifiée comme blanche et tout ça. Et tout ça, ça peut être un sujet de recherche énorme, hyper intéressant, et qui va pouvoir être des objets, des problèmes amis qu'on va pouvoir se partager, que les gens vont pouvoir se partager. Et après, je voulais répondre à ce que disait tout à l'heure la jeune fille qui est métisse, parce que c'est aussi ma position. Et sur cette question de se situer, je pense que ça peut être hyper intéressant pour beaucoup de gens, enfin de partir de ça. Et c'est vrai qu'on peut être un certain nombre de gens qui ne pouvons pas le faire pour plein de raisons. Alors moi, par exemple, j'ai pas connu mes origines de racisée avant mes 13 ans, donc du coup, j'avais vraiment une identité... les gens m'identifiaient d'une certaine manière, quoi. Mais moi, personnellement, je me suis pas du tout construit une identité. Je suis restée très floue sur mon identité. Et du coup, les gens m'identifiaient d'une certaine manière, donc me traitaient d'une certaine manière. Et en plus, les gens, m'identifiaient pas tous pareil. Donc voilà. Et donc du coup, j'étais pas traitée de la même manière par tout le monde. Et voilà, c'est pour dire que, en tout cas, même ces identités-là, elles sont extrêmement mouvantes. Et pour certains d'entre nous, tout à l'heure, vous parliez de votre blanchiment, quand vous aviez été blanchi dans votre vie. Et ça, c'est vraiment une expérience que moi, j'ai rencontrée aussi. À partir du moment où j'ai intégré l'université, où je me suis coupé les cheveux, et j'ai mis du temps à comprendre, les gens ne me parlaient plus du tout de la même manière. Et donc voilà, il y a des choses aussi à réfléchir là-dessus pour des personnes qui, déjà, c'est compliqué pour tout le monde de savoir pourquoi est-ce qu'il est victime de discrimination, ou parce qu'on a tous plein de raisons, souvent de l'être, en tout cas, voilà. Mais en plus pour des gens, et je pense qu'il faudra que ce soit réfléchi, c'est vrai que c'est vraiment pas évident, parce que c'est extrêmement mouvant, c'est instable, et qu'on peut pas suivre la manière dont on nous identifie dans une vie, quoi. Voilà. Du coup, j'enchaîne sur radicalement autre chose, mais je crois que, parce que je suis totalement d'accord, et je comprends totalement, et
Je n'ai pas de sentiment de culpabilité du tout, du coup, je vais pas répondre. Mais vous avez dit travailleuse du sexe, et je crois qu'il y a une autre membre du collectif Moi aussi qui a utilisé le terme de travailleuse du sexe, et je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à la prostitution et pourquoi. Enfin, non, mais c'est juste, si vous avez une position. Très bien. Dis-lui, on n'a aucun problème. Non mais... Je sais même pas si je peux répondre en vrai. Non mais s'il n'y a pas de position claire, c'est pas grave, c'était juste que comme... On n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, on va pas. On répond. En fait, j'ai l'impression que... Pourquoi on nous pose des questions sur ça? Et sur notre afroféminisme, sur... c'est des questions... Sur les questions qu'on pose... Il y a un monsieur qui parle. Chut. Je voulais revenir sur la remarque de ma camarade. Sur vous, c'est-à-dire sur ce que ça pose problème, en effet, quand je suis blanche, d'avoir tel sujet ou tel sujet. Moi aussi, je jouais un peu le vieux marxiste à la con. Je pense que la question, en fait, moi, à mon avis, c'est pas au niveau individuel. Je vais pas voir, par exemple, un blanc dire « Oh non, pourquoi tu travailles dessus, etc. C'est horrible, je vais pas rouler par terre. » Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la recherche, elle reflète notre société. En l'occurrence, elle est traversée par les mêmes rapports de pouvoir, de domination. Et il y a un accaparement des opportunités, en l'occurrence. Quand on est noir, ou non blanc, et qu'on a un sujet problématique, on peut fermer les portes. Quand on n'a pas le langage qui reflète en effet l'académie, on nous ferme les portes, combien même on a un sujet intéressant. Et d'ailleurs, il y a même des chercheurs noirs dont je nommerai pas le nom, qui posent la question, vous êtes de l'EHESS, oui ou non? Non, c'est dommage. Et qui a viré beaucoup de doctorants noirs. Pourtant, il est noir, donc vous voyez, je ne veux pas dire le nom, ça ne se fait pas. Bon, en off, promis. Et le problème, c'est que, non seulement il y a ce côté accaparement des opportunités, mais au-delà de ça, on rencontre des situations complètement absurdes, comme Exhibit B, où on avait quand même une construction de la lutte où les Noirs sont dehors dans l'émotion, dans la colère, etc. Et les Blancs vont expliquer, les chercheurs blancs, « Ah non, mais vous n'avez pas compris la démarche de l'exposition. » Est-ce que vous voyez un peu le décalage et la violence vraiment de ce discours? On dit « Ah non, vous ne comprenez pas c'est quoi en gros la question du racisme parce que vous n'avez pas fait nos études, etc. » Et encore une fois, posons-nous également la question sur est-ce qu'on trouverait ça tous, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire, admettons dans les études féministes, oui, il n'y a que des hommes. Où la plupart sont des hommes. Est-ce que ça poserait problème ou pas? Ou dans les questions queer, etc., la majorité est hétérosexuelle. Est-ce que ça poserait problème ou pas? Enfin, et là, c'est la même question aussi qui se pose. C'est surtout que les Noirs ou les non-blancs, là, tout à l'heure, ça parlait de Saïd, la lutte politique, c'est de s'autodéfinir également, parce qu'on a toujours été, dans cette modernité, objectivé et vu par le regard de l'autre. Oui, pardon, excusez-nous, pour te répondre, parce que on a réfléchi, ça y est, donc on va répondre sur la question du travail du sexe, et non, nous n'avons aucun problème avec le travail du sexe, mais je pense que on a fait des manifs avec elle, donc, et avec eux d'ailleurs, donc ça nous pose aucun problème. Nous luttons à leur côté, voilà. Entre marginalisés, vu que les travailleurs du sexe ou les personnes trans sont exclus de
considérant gay, et que aussi les travailleurs du sexe sont exclus des organisations féministes, abolitionnistes. Donc il y a des encore marxistes. Voilà, et on a des alliances pragmatiques et de conditions qui fait qu'on manifeste ensemble dans des manifestations. Par exemple, pour le 8 mars, on a la manifestation avec Femmes du 93, avec des femmes de place populaire, des travailleurs. Accept testé. Nous-mêmes, etc. Que ce soit pour la Pride de nuit, qui était une contre-Pride politisée sur les questions de changement d'état civil, de représentation, etc. Donc, ce sont des alliés objectifs dans la lutte, vu qu'elles sont exclues pour d'autres raisons, parfois pour les mêmes raisons, parce que le travail du sexe est souvent migrant, dans nos luttes en tant que collectif afroféministe. Et comme nous avons des lignes politiques non plutophobes, voilà. Nous sommes pour que les travailleurs du sexe définissent elles-mêmes ce qu'elles veulent pour elles-mêmes en termes de législation. Est-ce qu'on peut parler d'afroféminisme maintenant? Je t'avais fait une intervention. En fait, moi, c'était plus pour revenir au rapport de l'intellectuel, l'articulation entre la sphère militante et la sphère académique. Et j'ai l'impression qu'un problème de fond que moi je rencontre et que j'ai l'impression de retrouver par votre intervention, c'est qu'il y a une sorte de rupture entre la sphère académique et la sphère militante ou pratique de l'action, puisque d'un côté, on se pose les problèmes théoriques de l'essentialisme critique. Est-ce qu'il faut être dans telle ou telle position pour se battre pour telle ou telle cause? Et de l'autre côté, on nous dit que bon voilà, il y a certaines nécessités pour des combats ou des actions politiques qui se reflètent pas forcément dans les sphères académiques, dans la recherche, etc. Donc pour moi, la grosse problématique que j'ai en ce moment, c'est vraiment cette question de l'articulation. Est-ce que jusqu'où elle est possible, jusqu'où elle est intéressante, et jusqu'où il faut passer le relais, soit à la sphère militante ou soit à la sphère académique, puisque, enfin, je sais que, j'ai commencé par vraiment faire des études très théoriques où vraiment j'étais fascinée par l'abstraction, etc. Et de plus en plus, je m'intéressais à ce qui me concernait de plus en plus. Et j'écris un mémoire sur justement les questions de l'identité, la multiplicité de l'identité et comment croiser différentes problématiques dans des causes. Et une problématique qui ressort aujourd'hui, c'est ça, c'est l'articulation entre le théorique, comme on l'a dit tout à l'heure, l'écrit et la pratique. Voilà. Merci. J'ai pas pu arriver au début de cette séance, donc j'ai pas pu assister à cette controverse ou coupure de parole, etc. qu'il y a eu. Mais bon, je voulais dire que je suis au Graal et je soutiens à fond cette manifestation et à fond les organisateurs et organisatrices, Karima et Malek et Franck. Et j'attendais beaucoup de cette séance. Et en fait, je suis au Graal et en même temps, je fais partie du collectif national des droits des femmes qui est coordonné par Maya et par Suzy qui sont partis et depuis de nombreuses années. Et je crois que ce qui a eu lieu, c'est explicable, etc. Si on approfondit l'historique qui a été amorcé d'une part par Dominique, d'autre part par Sonia, c'est sûr qu'il faut faire une périodisation et une histoire des différents féminismes et de l'évolution de ces féminismes en France depuis les années 70 pour comprendre réellement ce qui est arrivé. Mais je trouve que c'est vraiment très dommage parce que les interpeller comme ça a été fait, et pourquoi vous êtes là? Elles sont là parce qu'on les a toujours invitées dans notre labo comme partie, une composante des mouvements féministes
en France, et je pense qu'elles sont féministes, elles sont partie du mouvement féministe. Le féminisme est pluriel, c'est avec un S, et je pense que vous représentez probablement la partie la plus émergente, la plus riche, parce que la plus innovatrice des féminismes, en incorporant tout ce qu'il y a eu comme évolution, comme avancement, et dans la théorie et dans la réalité. Et je pense que c'est pour ça que, justement, on devrait avoir la possibilité de débattre entre les différents féminismes et entre les différentes générations de féministes, parce que c'est sûr aussi que il y a des générations de féministes dont, bon, je suis consciente que, en tant que vieille féministe et vieille chercheur, j'ai 69 ans, je suis pas forcément toujours en phase avec les jeunes chercheurs de notre labo, de notre équipe, etc. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour limiter la possibilité d'interaction entre les différentes couches ou les différentes représentations, disons, des pratiques féministes, y compris de la discussion sur la question qui vient d'être soulevée sur le rapport entre théorie et pratique, entre mouvement féministe et théorie féministe, etc., donc, sur lesquels on a quand même discuté, bon, moi, au niveau de cette équipe, depuis 1980, donc ça fait très, très, très longtemps. Et je pense que c'est quand même important de pouvoir écouter et pouvoir parler. Et là, je pense que Suzy et Maya étaient là parce que nous les avons conviées en tant que labo. Elles sont dans un mailing list. Elles font partie du mailing list parce que nous les associons à ce que nous faisons, à ce que nous pratiquons, etc. Et je trouve que c'était relativement grave ce qui est arrivé, et j'espère que on arrivera collectivement à retirer les leçons de ça. Merci. C'était juste, parce que je crois que je ne sais pas depuis quand vous étiez là, pour rappeler en fait comment ça s'est fait. C'est que, voilà, mais c'est elles qui ont interrompu, c'est elles qui faisaient des remarques hors du temps justement de parole et hors du temps d'échange. Ben oui, mais peut-être qu'elle est toujours comme ça, mais il n'empêche que, comme par hasard, elle interrompait une femme noire, femme, qui parlait pour un collectif de militantes. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi qu'on peut ressentir ça très violemment. Voilà. Et qu'elle ne comprenne pas qu'on soit violente et qu'on l'accuse, elle, de violence, je pense que ça peut être aussi un petit peu limite, quoi. Enfin, c'est mon avis. Et quant à, peut-être, alors pas pour répondre, mais sur la question de la prostitution, j'ai eu l'occasion, alors je réfléchis moi aussi sur un projet de thèse actuellement, mais j'ai travaillé dans le cadre de mon master justement sur la question du tourisme sexuel, qui articule justement beaucoup de rapports à la fois de race, de sexe et de classe. Je crois qu'il est temps que effectivement les pays du Sud s'emparent de cette question, parce que encore une fois, c'est aussi une problématique qui est arrivée et qui a été imposée par les pays occidentaux. Et je crois que c'est vraiment une très très vaste question qu'à mon avis on peut pas débattre aujourd'hui, parce que la problématique n'est pas, enfin, elle est trop vaste, quoi. On peut pas en parler aujourd'hui. Oui, du coup, moi, je voulais revenir un petit peu à la fois sur votre intervention et plus globalement, pardon, sur mon intervention à un moment donné. Donc, comme il a été rappelé à juste titre, effectivement, vous savez, pour un collectif, pour le nôtre, et je pense qu'Annette l'a très bien expliqué, c'est pas évident d'investir un espace académique qui est le CNRS. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça, parce que nous n'avons pas nécessairement accès à ces espaces-là. Et donc aujourd'hui, venir présenter notre collectif, ça avait du sens pour nous. Et ce qu'on constate, c'est que nous faisons une présentation de notre collectif et des raisons pour lesquelles il doit exister, et on parle par-dessus nos propos. Et c'est ça qui est problématique. Donc moi, je veux bien qu'on nous fasse
des leçons d'histoire sur nous avons fait ça, nous connaissons telle personne, nous avons milité avec telle et telle personne. Ok, c'est très bien. Nous, on n'est pas contre une discussion avec des féministes. Nous n'avons aucun problème avec des féministes. Nous n'avons aucun problème avec des féministes des années 70. C'est juste que, effectivement, on peut discuter, mais on peut s'écouter d'abord. On peut se respecter d'abord. Moi, je pense que le féminisme, c'est d'abord respecter les femmes dans leur diversité, dans la diversité de leur identité. C'est ça aussi la base du féminisme. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Clairement, elle s'est permise de parler à notre place, elle s'est permis d'interpeller ma sœur en la tutoyant. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est ça aussi qu'il faut dire. Elle s'est permis de réprimander notre camarade aussi. Il y a un moment donné, donc c'est quoi? Donc parce que on est un jeune collectif, parce que quoi? On n'a pas une maîtrise de l'histoire du féminisme, donc quoi? À chaque fois, on va nous balancer à la figure que on a un manque de connaissances. Non, on n'est pas né de la dernière pluie. On a été éduqué par des parents et l'irrespect, on sait ce que c'est en fait. Et aujourd'hui, on a vu clairement de quel côté était l'irrespect. Et c'était pas du nôtre. Nous, on était ravis d'être ici, de l'invitation de Franck, de Karima, de Malek. On était très contente d'être là. Mais oui, effectivement, il y a un moment donné, il fallait rappeler aussi que le respect, c'est important et que notre collectif mérite d'exister. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, justement, sur la question de l'histoire du féminisme, à la base, le collectif Moissy, il s'est créé d'une rencontre entre des Africaines et des Afro-descendantes. C'est juste ça, en fait. Il y a un moment donné, on n'a pas toutes eu un accès aux universités, on n'a pas toutes connu Judith Butler non mais il y a un moment donné, il faut aussi redescendre. Je veux dire, Marie-Hélène Boursier, je les critique pas, elles sont très bien. Je dis juste que moi, c'est par exemple des connaissances que j'ai acquises en intégrant le HESS. Avant ça, si je vous disais quelles étaient mes références en matière de féministe, en matière de féminisme, je pense que vous seriez tout en train de... Moi, Missy Elliott, pour moi, c'est la vie, quoi. Voilà, moi j'ai grandi, oui, mais c'est ça aussi, c'est que moi, mon féminisme, il vient aussi de mon parcours d'ancienne sportive de haut niveau, voilà, de basketteuse, c'est des femmes comme Lisa Leslie, voilà, des championnes dans WNBA, c'est ça qui a fait ma vie, c'est de là par mon afroféminisme, c'est aussi nos mères, c'est nos mères qui nous envoient de la puissance et tout ce qu'elles ont pu vivre dans leur parcours, on était au fait, on le regardait, on n'est pas resté insensible aux discriminations qu'elles se prenaient dans la gueule de la part de leurs employeurs. Toutes ces choses-là, il faut se rendre compte que ça nous construit et que ça nous marque dès l'enfance. Dès l'enfance. Et qu'on avance comme ça, on avance avec ces oppressions. Et forcément, ça fragilise nos identités. On se questionne en permanence. Regardez, aujourd'hui, je m'énerve et on me reproche le fait de m'énerver. Non, ma colère est saine. Notre colère est saine. Nous avons le droit d'être énervés. On peut être des femmes noires énervées et à un moment dire stop. On ne veut pas de ce discours-là. Nous sommes des sujets politiques à part entière. Nous ne sommes pas contre un dialogue, mais il y a un moment donné, le respect, c'est tout. C'est juste ça. Si elle avait été respectueuse, on aurait eu un dialogue peut-être très constructif, mais il n'aura jamais lieu. Il n'aura jamais lieu. Et on n'était pas hostile à ça. Donc je suis désolée, je veux bien comprendre que ça ait pu perturber un petit peu et pimenter un peu. Voilà. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas nous reprocher ça. On ne peut pas nous reprocher ça. Ce collectif, il part de nos expériences de vie, voilà, ouais, c'est ça, de nos expériences de vie, ni plus ni moins. Donc oui, alors après, on n'a pas effectivement tout le bagage théorique du féminisme, mais on s'auto-éduque. Voilà, on apprend des choses. Même, exactement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il faut replacer les choses dans un contexte historique. C'est pas pour défendre Maya Sturduss on ne se parle plus depuis bien des années. Mais c'est vrai aussi que ce qu'ont subi nos mères, je comprends son combat, mais sauf que moi j'ai l'impression d'avoir avancé. Moi, ma mère a subi des curetages à vif, donc j'étais là.
parce que le médecin me disait qu'il était pressé, que fallait pas que je sorte, veut dire que c'est ça aussi l'expérience de nos mères, c'est cette souffrance-là et c'est contre des choses comme ça que Maya avait mené son combat. Donc, je veux dire, c'était il y a très longtemps, hein, donc les combats sont différents. Mais il y avait des choses que subissaient les femmes dont aujourd'hui on n'a même plus idée, hein, des femmes. Donc, je crois que ça, il faut quand même la voir. Et ma mère était une bourgeoise, mais enfin bon, il y avait la contraception, posait des problèmes. Mais je voudrais juste revenir sur des petits points épistémologiques pour refroidir le débat. Alors pour répondre à Dominique d'abord sur la question de théorie et vérité, moi j'ai cité Saïd quand il dit dire la vérité, speak the truth to the power, dire la vérité au pouvoir, mais c'est la position de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel, on n'a pas à intervenir dans le jeu politique, mais on peut dire à un moment ce qu'on considère comme être la vérité au pouvoir. C'est-à-dire, ben voilà, vous défendez ces idées-là, mais moi, au point où j'en suis, et Saïd refusait même l'idée d'être postcolonial, il refusait tout dogmatisme, mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, sur la question des travaux sur la blanchité, il y en a plein, enfin, il y en a aux États-Unis, hein. Ben oui, sur la whiteness, il y en a aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est plutôt des gens plutôt colorés qui mettent en évidence la blanchité. Enfin, je pense, moi, un livre que j'aime beaucoup, qui est le livre de Charles Mills, hein, The Racial Contract, qui montre à quel point le contrat politique, c'est un contrat entre blancs pour les blancs, mais il y en a d'autres. Hein, je pourrais en citer tout plein. Mais c'est vrai, parce que quand ça, c'est des choses qu'on disait quand même depuis longtemps, hein, le sujet connaissance, c'est le sujet bourgeois, blanc, occidental, et qui croit qu'il est le sujet du discours universel. Donc il y a l'absence de réflexivité, il se voit pas lui-même, et c'est vrai, comment faire pour se voir comme situé dans cette blanchité, c'est un sacré boulot, hein. Mais alors aussi, Franck, tu disais, est-ce que moi je ne pense pas qu'il faille nécessairement appartenir, mais pour répondre aussi à la jeune femme, au groupe sur lequel on travaille, hein, parce que c'est essentialiser le groupe, je dirais, voilà. Non, mais c'est une question. C'est une question, parce est-ce qu'il faut être menuisier pour faire une recherche sur les menuisiers, mais parce qu'en plus c'est essentialisé, parce que quand même, enfin, il y a eu Fanon, mais il y a un bouquin d'Abachi que j'aime beaucoup, j'arrive pas à tout citer, hein, Brown skin, white masks, hein, peau brune, masque blanc, c'est pas peau noire, mais c'est peau brune, où il montre justement que il était élève et ami de Saïd, mais en même temps c'est une critique de Saïd, qu'on peut avoir une peau brune et puis en même temps épouser complètement la parole et les catégories des blancs. Donc c'est vraiment une position épistémologique, et c'est une position épistémologique. Alors bien entendu, enfin ça on l'a prouvé justement, c'est un des grands apports théoriques du féminisme, c'est qu'on parle à partir de son expérience, mais il faut parler à partir de son expérience avec, justement, en modifiant les catégories et en mettant en cause les catégories. Et je pense que ça, c'est une vraie question, quoi. Donc je pense que il suffit pas d'appartenir au groupe. Et c'est vrai que quand on appartient à un groupe, on a un certain nombre d'expériences que ceux qui n'en sont pas ne peuvent pas avoir. En particulier, comment est-ce qu'on subit le racisme. Cette fois-ci, Fanon, on peut pas le dire. On peut dire c'est ce qu'il a pu. Ce qu'il raconte de ce qu'il a vécu, on peut pas le dire autrement, parce qu'on peut pas mais bon, il faut vraiment faire ce travail, pouvoir parler de ça. Mais en même temps, donc ça, je suis complètement d'accord. Mais à mon avis, ça ne suffit pas. Et puis c'est ma position. Il faut faire des ponts, parce que moi, je crois qu'il faudrait réussir à se parler, à se comprendre, et au moins essayer de se faire des passeurs d'un groupe à l'autre. Et puis parce que elle était venue m'en parler tout à l'heure. Quelle position finalement, comment est-ce qu'on fait pour articuler activité militante et activité de théorisation? Moi, je crois qu'il faut, à mon avis, c'est compliqué. Enfin, la réponse que je donnerais, c'est qu'on a toujours une position dedans, dehors. C'est-à-dire que si on se laisse engluer, pour prendre le terme de Sartre, hein, dans l'activité militante, et on devient, on est foutu. Je veux dire, pour la recherche, c'est pas possible. Donc, du coup, on n'est jamais vraiment un bon militant.
Donc, mais si on est complètement dehors, on n'est pas non plus un bon intellectuel parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, en tout cas quand on fait des sciences sociales, quand on fait de l'astrophysique, c'est autre chose, on ne comprend rien à ce qui se passe dans la société. Donc il me semble que c'est ce mouvement, c'est être à la fois toujours dehors et dedans, c'est faire ce va-et-vient, c'est-à-dire effectivement, je pense que il n'y a que comme ça qu'on puisse s'en sortir. Voilà. C'est une situation extrêmement incommode. Hein. C'était Merleau-Ponty, à propos de la philosophie, qui disait qu'elle était toujours entre deux chaises. Hein. Mais je pense qu'on est à mon avis, on est entre deux chaises. On est toujours là, en train d'osciller, mais que c'est comme ça qu'on arrive à avancer un tout petit peu. Je crois que... Si je peux, petite intervention avant de passer le micro à Zadé. Je crois que sur la question de la blanchité aussi, on disait qu'effectivement, il y avait très peu d'études de blanc sur la blanchité. Mais c'est qu'on nous... En France, mais aux États-Unis, vous disiez, ce sont les personnes racisées... Ce sont les personnes racisées qui font des études sur la blanchité? Ce sont les personnes racisées, mais qui montrent le caractère, qui montrent la blancheur invisible. Alors justement, je crois que c'est qu'on oublie que pour les blancs qui se voient blancs, ils sont pas racisés. Le blanc, c'est la non-race. Oui, je veux dire, le blanc, à la limite, c'est le neutre pour eux. Tout comme en français, quand le masculin l'emporte sur le féminin, on pense que c'est neutre. Or, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que les études ne sont pas faites, en fait. Je pense, c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ne s'emparent pas de cette question-là, parce qu'ils ne se comprennent pas racisés, en fait. C'est bon. Moi, je voulais juste dire qu'il faut quand même qu'on soit peut-être conscient et consciente, Sonia, des privilèges qu'on a de là où on parle, hein, privilèges associés à notre statut social, à la profession, à la reconnaissance institutionnelle et à des tas de choses. Donc, ce qui fait qu'on peut ne pas se rendre compte de ce privilège dans un contexte et être considéré comme privilégié dans un autre, comme disait d'ailleurs Mohanty, quand elle dit que quand elle était en Inde, elle ne savait pas qu'elle était femme de couleur, quoi. Elle l'a apprise quand elle est arrivée aux États-Unis. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était femme de couleur. Et je me rappelle quelque chose par rapport à nous. Si tu te rappelles, quand on s'est trouvés toutes les trois à un moment, toi, moi, et il y avait d'autres aussi, mais avec Aude Seignol, à l'aéroport, à un moment de Tel Aviv, parce qu'on était invités à faire des conférences en Palestine, mais à l'époque, il fallait passer par Israël, bien sûr. Et toi, tu n'as pas été fouillé. J'ai été non. On m'a même pas laissé aller pisser. Non. Alors, je vais dire que ça... Non, pas parce que tu as... Attends, mais... excuse-moi. On va garder des heures. Peut-être une autre fois, mais je parle de ce que j'ai vécu avec toi en même temps. Alors, c'était très intéressant. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que moi, je te connais, depuis que je te connais, je me dis, et tu ne me connaissais peut-être pas encore, à l'époque, on se jetait dans un certain nombre de conférences, etc. Quand tu prenais la parole, je me disais, oulala, qu'est-ce qu'elle est radicale. Enfin, j'adorais tes interventions, tout ça. C'est pas du tout pour mettre en question qui tu es qu'on connaît. Mais je veux dire que c'était indépendamment de toi. Mais n'empêche qu'une fois à Tel Aviv, t'as pas été traitée comme moi et Aude. Alors Aude, elle est française, la pauvre, hein, on va dire française, vraiment française. Hein, elle n'est pas métisse ni rien du tout, sauf que elle est née en Tunisie parce que ses parents étaient en Tunisie quand elle est née. Parce que moi, j'étais allée au moins 25 fois. Je t'assure que j'ai eu des problèmes épouvantables. Attends, au point que je ne suis pas en train de mettre en question ton intégrité. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, je suis sociologue, donc ça m'intéresse ces observations. Sur un cas, on ne juge jamais sur... Non, je ne te juge pas. Je juge personne. Je suis en train de dire que dans un contexte, tu peux paraître totalement marginalisé. C'est le contexte que moi, je t'avais connu jusque-là. Et une fois dans un autre contexte, et je peux raconter la même chose pour moi, tu as été privilégié. Il faut reconnaître ça et ne parle pas sur moi, s'il te plaît. Ne fais pas ton Maya. Hein. Maya, mais tu dis n'importe
n'importe quoi, tu racontes des choses. En même temps, ce que j'ai pas fini, en même temps, je veux dire, ça n'a rien à voir puisque Aude, elle est vraiment française, sauf qu'elle est née en Tunisie et donc sur son passeport français, toutes les trois, on avait des passeports français. Sur le truc de Aude, c'est marqué née en Tunisie. Moi, née en Iran. On m'a posé des questions sur mes parents, qu'est-ce que je faisais, etc. On m'a pas beaucoup embêté. C'était curieux, mais voilà, comme ça. Mais on m'a fouillé du haut en bas. Et Aude, la pauvre, c'est elle qui s'est fait vraiment fouiller partout, interroger partout, etc. Parce qu'elle était née en Tunisie. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, trois conditions différentes et personne n'était à sa place, entre guillemets, habituelle. Et finalement, par rapport à Aude, moi, j'étais privilégiée et Sonia encore plus privilégiée par rapport à moi. C'est tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de quoi se mettre en colère. Ce que je veux dire, c'est que néanmoins, il faut, Sonia et tout le monde, être consciente de nos privilèges par rapport à d'autres. C'est tout. Enfin, moi, je veux juste rebondir là-dessus parce que je trouve que là vraiment juste par rapport à l'observation, je trouve que c'est toujours, effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, en fait, c'était je vais essayer d'aller droit au but, mais effectivement, je pense que ce qui fait peut-être aussi la particularité de nos expériences, c'est que la question du privilège et du fait qu'on peut être privilégié à un moment et ne plus l'être à un autre, elle fait vraiment partie de nos parcours en fait, de femmes noires en France. Et il suffit de, je sais pas, moi je trouve que ton exemple était très très intéressant. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, par exemple, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, d'un côté de l'autre, en prenant un avion, j'étais tout d'un coup blanche ou vue comme blanche. Alors que voilà, moi je me suis jamais envisagée comme blanche, même en étant métisse. Voilà, bien sûr. Pour moi, en tout cas, c'est pas du tout. Ça fait pas partie de comment j'ai construit mon identité. Et en fait, ce qui me pose question à chaque fois, c'est pourquoi finalement, de voir à quel point il y a une colère et il y a finalement une peine. Moi, par exemple, j'ai vraiment énormément appris avec ce que vous avez partagé aujourd'hui. Et vraiment, j'ai envie de vous demander de nous faire un best-of des meilleurs livres, des livres incontournables. Vous êtes vraiment voilà, ça m'a énormément apporté. J'ai vraiment envie de découvrir votre travail. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où vous avez dit, je reconnais que j'ai des privilèges, mais c'était presque... Voilà, c'était un moment où on sentait que vous étiez gêné, ou voilà. Après, moi, disons que c'était presque un regret, et en même temps, c'était, voilà, je trouve que moi, c'est quelque chose que j'ai à faire tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout d'un coup, je passe d'une pièce à l'autre et au fait, il faut vraiment que je cache que je suis lesbienne. Il faut que je fasse vraiment attention à. Vous voyez, tout d'un coup, j'ai plus. Voilà, pour revenir aussi sur la question de, tout d'un coup, on se retrouve dans des situations où on est vraiment, j'ai apprécié ce terme de la misogynoire, parce qu'il y a vraiment ce moment où on ne sait pas en fait d'où ça vient. On sent qu'il y a vraiment un faisceau de raisons qui fait que tout d'un coup, on est invisible. Et voilà, c'est des moments de vie comme ça qui se répètent et qui sont particulièrement douloureux. Et pourquoi, pour nous, c'est possible, si vous voulez, par habitude, certainement, mais de dire, voilà, à ce moment-là, je suis privilégiée par rapport à ma sœur ou à mon frère, par exemple. Je veux dire, la question, par exemple, du racisme institutionnel en France, moi, je considère que je l'ai moins subi que mon frère.
parce que voilà. Bon, après c'est une autre question, hein, mais voilà. Et pourquoi est-ce qu'à un moment finalement, c'est presque les personnes qui sont dans des situations de non, qui sont moins, je dirais, concernées par qui sont plus concernées par la question des privilèges, qui ont plus de mal finalement à dire oui, voilà, à ce moment-là, j'ai été privilégiée, oui, à ce moment-là, j'ai utilisé de mon pouvoir pour imposer ma parole alors que Sharon s'exprimait. Qu'est-ce qui fait que c'est inaudible, quoi. Et au fond, moi je pourrais citer des situations où j'ai été privilégiée comme blanche en Afrique. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. C'était pas forcément une question. J'ai voulu intervenir à plusieurs reprises et à chaque fois, 2 personnes sont intervenues en disant exactement ce que je voulais dire. Donc c'était vous, madame, et vous, madame, tout à l'heure. Donc Zora, enchantée. Donc je vais juste redire parce qu'en fait, c'est 2 termes qui me sont venus à l'esprit, qui rappellent un peu tout ce que j'ai pu entendre. C'est la déconstruction et l'écoute. Parce que sur les 2 points de vue, sur le militantisme, très clairement, je parle en tant que femme noire, nos mères, elles n'ont pas attendu pour mener leur lutte. Et pour chacune d'entre vous, je pense que c'est la même chose si vous avez des mères que vous considérez, ou des personnes, des femmes dans votre entourage que vous considérez féministes, elles le font à leur manière. Et j'ai entendu plusieurs exemples de vie privée. Oui, moi j'étais dans un bidonville, je leur ai posé la question, elles m'ont dit ça, etc. Elles vous diront que ce qu'elles ont envie de dire. Même à nous, leurs filles, nos mères nous disent que ce qu'elles ont envie de nous dire. Donc déjà, la première chose, c'est ça, déconstruire et écouter. On parlait de notion de privilège et de sa position, etc. Faut pas juste prendre les choses comme on nous les dit. C'est pas parce que on s'est accoquiné à côté d'une personne et qu'on lui a fait un grand sourire et qu'on avait l'air très chaleureuse et qu'elle nous a répondu en disant oui, moi j'ai besoin de ça. Tu sais, c'est dur la vie de 3 petits points que c'est le cas. Non. Donc vraiment écouter, mais écouter en se remettant aussi en cause et en déconstruisant sa position, ses privilèges. Sur la partie militantisme, j'ai vu qu'on a parlé un peu d'histoire, etc. Bon, très clairement, les femmes noires à différents niveaux, on nous a pris la parole. On nous a pas écoutés, on a réécrit l'histoire, on nous a complètement invisibilisés à certains moments. D'autres fois, on a dit des choses complètement, qui avaient absolument rien à voir. Par rapport au militantisme, c'est la solution qu'on a trouvée. On s'est dit, on va enfin se réapproprier notre parole, notre image, nos identités et agir là-dessus. Donc, on va le faire. Le collectif Moissy fait partie de ces organisations ici en France qui le font. Par rapport au milieu académique que je connais vraiment très peu, s'il y a des personnes qui veulent faire des travaux, faites-les, c'est très bien. Par contre, toujours en prenant en compte ces 2 éléments, l'écoute et la déconstruction. C'est la seule chose que j'avais envie de dire. Bon. Bonjour. Moi, en fait, je voulais rebondir sur ce que disait pardon. Par rapport justement donc à ce concept de blanchité qui n'est qu'un concept évidemment et qui représente donc notre système global mondial, qui représente donc la suprématie blanche au pouvoir partout dans le monde et donc au flux migratoire. Parce qu'on a tendance beaucoup dès qu'on parle de racisme et de nos expériences personnelles, quand on est face à quelqu'un de blanc, il va nous renvoyer à sa propre expérience. Donc là, je parle de racisme inversé, donc de racisme anti-blanc, qui, pour moi, n'a pas lieu d'être, n'existe pas, est un concept magique qui est sorti de la tête de je ne sais pas qui, de paranoïaque. En l'occurrence, pourquoi ? Parce que je pense, donc les flux migratoires, quand on est blanc et qu'on voyage au niveau touristique ou qu'on voyage au niveau professionnel, ou qu'on aille n'importe où dans le monde, on est toujours dans une position de privilège. Ce n'est pas la même chose pour les gens qui viennent des pays ailleurs, ou en l'occurrence des pays tiers-mondistes ou des non-blancs.
où qu'ils arrivent, ça représente quand même un bagage historique, sociétal assez violent en fait. Et moi, je suis originaire des Caraïbes, et pour les Caraïbes en l'occurrence, où moi-même j'aimerais m'établir pour travailler, et pour moi, c'est beaucoup moins évident que pour des personnes qui sont blanches, qui sont donc qui ont un pied clairement intégré dans le système académique universitaire et qui vont du coup être mutés, être installés, logés, tout ça sans avoir à se mêler à la population. Et quand ils ont à le faire, c'est toujours du point de vue, donc encore j'insiste sur ce terme, sur un concept d'anthropologie, et que ce soit au niveau personnel, donc de leur rencontre, dans ce que disait Bénédicte, de rencontrer des gens très sympathiques et du coup de figer une image. Les Caribéens, donc Martiniquais sont comme ça, les Guadeloupéens sont comme ça, donc du coup d'étiqueter un peu les gens comme ça. Et ça vient toujours donc de l'extérieur, et en l'occurrence de tout ce discours qui est à déconstruire autant donc par nous-mêmes, parce que nous on le fait depuis qu'on est enfant, en fait on n'a pas le choix, et quand on est blanc, en fait je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et réaliser et déconstruire aussi. La déconstruction, elle vient pas que de nous, que de Moissy et de quel collectif féministe ou anti ce qu'on veut. C'est juste une question à prendre en compte et vraiment centrale par rapport au flux migratoire, parce que le monde est organisé comme ça et qu'effectivement dans nos flux on n'a pas tous la possibilité de voyager tous de la même manière, de questionner même les problématiques, nous en tout cas qui nous concernent par rapport à la Caraïbe ou à l'Afrique. On ne peut pas aller en Afrique pour aller étudier sur le terrain parce qu'on n'en a pas les moyens. En l'occurrence, moi je connais beaucoup de personnes qui font des films sur le féminisme, sur ceci, sur cela, et qui ont les moyens d'être produits, et d'aller raconter, encore une fois, de rapporter leur savoir du point de vue de leur position de blanc en fait. Voilà. Et du coup, ça, c'est une question qui me perturbe un peu. Voilà. Ah oui, j'avais celui-là. Je prends celui-là, je préfère. Ne pas savoir tenir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Annie, mais c'est normal parce qu'elle fait partie du collectif. Donc oui, je pense que c'est très très important de déconstruire son propre privilège. Nous, on est des femmes noires, donc c'est facile en fait pour nous de regarder les blancs. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on peut regarder les blancs, les femmes blanches, les hommes blancs. On peut regarder les hommes noirs et leur dire vous avez des privilèges, il faut les déconstruire. Ça veut pas dire que nous on n'a pas des privilèges. Enfin, Fania les a évoqués. Rien que le fait d'être valide, le fait de pouvoir parler ici. Enfin, on a la liste des privilèges est très importante. Et je pense que c'est vraiment primordial pour nous de reconnaître nos propres privilèges en tant que féministes. Je pars du principe que tout le monde ici est féministe. Si vous voulez que les personnes qui maintiennent le patriarcat abandonnent leurs privilèges, il va falloir que vous aussi, vous regardiez dans le miroir et que vous abandonniez, que vous reconnaissiez, que vous nommiez les privilèges dont vous jouissez, parce que il faut montrer l'exemple. Donc, par rapport au racisme, puisque en tant que femme noire, c'est ce que je peux reprocher aux femmes blanches. Et aussi à d'autres femmes maghrébines, pas toutes, mais enfin, on n'est pas là pour faire un pas de toutes ces personnes-là. La négrophobie, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Donc, par rapport au racisme, on vit dans une société qui est raciste. C'est comme ça. Moi, je trouve ça épuisant en fait de devoir débattre là-dessus. De devoir organiser, de devoir participer à des conférences et se faire gueuler dessus, se faire interpeller par je sais plus comment elle s'appelle là-bas qui me tutoie comme ça. Et toi là, viens. Et que je doive justifier de mon expérience de femme noire. Et expliquer d'une manière efficace. En plus, c'est dans mon intro. J'aime pas avoir à expliquer mon expérience de manière académique. C'est pas si facile que ça. Et c'est très très oppressif en fait. Et imposer ces conditions-là pour pouvoir être écouté.
c'est perpétuer des violences qui sont pas forcément visibles à tout le monde, mais c'est vraiment, ça constitue une violence en fait. Donc on est dans une société raciste. On est dans une société classiste aussi. Le racisme et le classisme sont très fortement liés. J'espère que tout le monde est vraiment capable. Je pense pas que tout le monde, enfin, vu les interventions qu'il y a eu, tout le monde n'est pas capable de reconnaître ses propres privilèges. Moi, ça met très très mal à l'aise en fait quand les personnes blanches font la liste des amis non blancs avec qui ils travaillent. Ou pour qui ils ont fait ceci, cela, tel projet. En fait, j'en ai rien à faire. Moi, je demande pas le CV aux gens, je demande juste à ce que qui perpétue pas des mécanismes oppressifs que je rencontre tout le temps depuis que je suis toute petite, et que les vacances au Dakar ou en Iran ou en Palestine, j'en ai rien à faire. En fait, c'est les interactions, c'est une interaction là maintenant tout de suite qui va faire que je vais estimer que la personne a déconstruit ses privilèges ou non. Et par rapport au militantisme et à l'implication, enfin au milieu académique, oui, j'aime bien lire des trucs qui parlent de mon expérience et qui le mettent en forme de manière intelligible pour certaines personnes qui ont un hermétisme, je sais pas si c'est un hermétisme volontaire, mais en tout cas il y a un certain hermétisme à certaines formes de reproduire des expériences. Et quand je tombe sur un article comme ça que je peux envoyer à ces personnes-là, je suis très contente. Peu importe qui l'a écrit, c'est vrai. Ça serait mieux si ça avait été des personnes racisées. Ça serait mieux si ça avait été des femmes noires queer, des femmes noires trans, invalides. Enfin, le genre de personnes qu'on n'entend pas. Et à qui on donne pas de plateforme, mais peu importe. C'est vrai que les articles, la recherche est importante, quoi qu'il en soit. Maintenant, on peut être militant sans s'investir dans le milieu académique, hein. Même si il y a une certaine légitimité. Nous on est dans la rue, nous on gueule nos trucs. Quand on a fait la marche le 8 mars, la marche alternative, pas la marche avec les transphobes et les putophobes et tout ça, parce que nous, hors de question qu'on marche avec ces personnes-là. Donc on est passé à Barbès. Et là, quelque chose de génial, il y avait plein de femmes noires à leurs fenêtres qui nous ont vus. Et là, on criait un de nos slogans, ta main sur mon afro, mon poing dans ta gueule, qui est très très important, parce que les cheveux des femmes noires sont politiques, et on se fout tout le temps de notre gueule par rapport à ça, genre non mais vous avez des luttes plus importantes, genre l'excision et tout ça. En fait, c'est pas à vous de décider de la hiérarchie de nos oppressions, et c'est pour ça qu'on a notre propre mouvement. En tout cas, quand on gueulait ce slogan-là dans la rue, et là on a vu plein de femmes noires qui ont sorti les têtes et qui étaient super contentes de nous voir, et c'est là qu'on voit notre utilité, c'est là qu'on voit, enfin nous on sait qu'on est utile. Moi ce mouvement, ce collectif, ça fait des années que je voulais qu'il existe, et à chaque fois qu'on rencontre, enfin pas à chaque fois mais très souvent on rencontre des femmes noires qui sont reconnaissantes qu'on existe et qui nous supplient de joindre le collectif. C'est qu'il y a vraiment une nécessité. Maintenant, tout le monde n'en voit pas forcément la nécessité. Bon, c'est leur problème. Mais quand on était là, dans la rue à Barbès, et qu'on voyait toutes les femmes noires qui nous ont pas forcément contactées après, je sais pas, on s'est dit ouais, on est là pour une raison, on est là pour elles. Et voilà. Et on n'est pas forcément. C'est pas des personnes qui vont lire. Je pense pas que c'est des personnes qui vont particulièrement s'intéresser à la recherche sur l'identité de femmes noires, sur l'intersection des oppressions et sur ce genre de mots très compliqués, qui est très très intéressant parce que c'est bien de pouvoir mettre des mots sur des oppressions. Ça aide à faire avancer le débat d'une certaine manière. Maintenant, il faut vraiment pas négliger l'apport de l'expérience. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
je suis fatiguée. Alors, Ramadan, ça me tue. Bonjour, voilà, je suis ravie de vous rencontrer toutes et tous aussi. Et je pense, voilà, c'est une intervention toute simple qui disait juste aussi que la lutte, elle se faisait aussi par le biais de la culture. Moi, je suis comédienne, metteur en scène, et je me rends compte à quel point l'image de la femme typée est véhiculée de façon, enfin. Quand on fait un métier où le physique est à ce point important, je m'en rendais pas compte, et à ce point stigmatisant. Au bout de 10 ans de carrière, moi, ça y est, je refuse de jouer les prostituées, les réfugiés, parce qu'on ne me proposait que systématiquement que ça, et j'ai été assez atterrée de voir dans le milieu culturel qu'on se pose encore la question en 2015. Il y a eu un débat au Théâtre de la Colline il y a quelques mois où on se posait la question encore de comment se fait la représentation des non-blancs sur les plateaux de théâtre. Et ce qui est assez terrible, c'est il y a cette neutralité dont vous parliez quand on est blanc, et que quand on ne l'est pas, il faut toujours donner un sens aux histoires, et voilà, on baigne dans quelque chose d'assez absurde. Les luttes continuent. Moi, du coup, j'ai moins de boulot, je fais moins autre chose, mais du coup, j'écris, et enfin voilà, les luttes se passent ailleurs, et là aussi, et je suis juste ravie, c'est tout. Il n'y a plus de remarques, ça y est. Bon, d'accord. Ben, écoutez, déjà, je vous remercie encore une fois d'être venu et de toutes vos remarques, questionnements. Et j'espère que ça va donner des idées et l'occasion aussi d'organiser d'autres journées comme aujourd'hui, parce qu'en fait, là, je vais mettre ma casquette d'intellect, on va dire, entre guillemets. La difficulté d'organiser une journée comme ça, par exemple, c'est que nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu le collectif avant, pour discuter un peu de l'organisation, n'est-ce pas? Pour pas non plus qu'elles se sentent... parce qu'effectivement, elles sont dans un espace qui n'est pas le leur en général. Donc moi, je propose que la prochaine fois, on vienne dans votre espace pour discuter, s'il y a besoin. Mais c'était juste pour dire que vraiment, l'idée, c'était vraiment d'avoir cet échange-là sur l'émergence des mouvements féministes des autres, n'est-ce pas? Et c'est pas une manière de dénigrer, et encore une fois, le féminisme blanc, entre guillemets, parce qu'il y a des féminismes dans ce féminisme-là, et c'est comme les féminismes musulmans, etc. Il y a une espèce de diversité et pluralité, mais l'idée, c'était vraiment d'insister sur pourquoi, à un instant T, par exemple, le collectif Moissy a voulu émerger et faire entendre une parole. Et du coup, c'est pas une manière de dire que les féministes d'avant ou juste critiquer. Il y avait vraiment une optique de débat qui, malheureusement, n'a pas pu se faire dès le début, parce qu'effectivement, la féministe Maya, je crois ça, elle a été très violente, et une violence que j'ai déjà connue et entendue, parce qu'effectivement cette idée de commencer sa communication avec en gros vous connaissez pas l'histoire, c'est d'une violence importante, parce que de quelle histoire on parle et qui a écrit cette histoire. Et si effectivement elle a quand même reconnu avoir eu ce problème de transmission, parce qu'effectivement il y a un problème de trace, et c'est pour ça que j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, peut-être en aparté, mais j'aurais aimé vraiment, parce qu'on parle beaucoup du rapport militant intellectuel, mais le militantisme et son rapport, par exemple vous, et votre rapport à l'histoire, et votre rapport aux accès aux archives, parce que ça, l'accès aux archives, c'est un problème aussi que moi, en tant qu'intellectuel, en France racisée, mais en Algérie aussi, j'ai eu un problème d'accès parce que je suis une beurette et que je viens sur le terrain pour raconter l'histoire des femmes algériennes, mais qu'est-ce que j'y connais, parce que c'est vrai, j'ai jamais vécu en Algérie, etc. Donc il y avait aussi un problème d'accès là aux archives. Donc vraiment, l'idée, c'était plus
questionner ce monde universitaire et ce monde militant et leur dépendance mutuelle et la possibilité d'un débat et d'un dialogue. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu violent, mais c'est comme ça la vie. Donc j'ai envie de dire, je vous remercie et j'espère que vous n'êtes pas... Ouais, je suis désolée. Mais voilà, mais moi aussi j'ai déjà eu, je sais pas, en Algérie plein de je sais pas, je suis en Sciences Po, je viens dans un colloque d'historiens et on me dit toi t'es en Sciences Po, tu fais de l'histoire, en plus t'es une beurette. Alors bon, c'était un historien moustachu, là, un petit comme ça, donc je me dis bon bah effectivement on n'a pas le même vécu. Mais j'étais très contente d'avoir à chaque fois la solidarité des femmes qui étaient là et des féministes, notamment algériennes. Donc, je veux dire, effectivement, on vient tous de quelque part et on jongle tous avec nos histoires et nos vécus. Maintenant, à un moment donné, je pense on est obligé de mettre en avant plus qu'une identité qu'une autre parce que c'est une question politique et de rapport de pouvoir. Mais dans un autre contexte, on essaie de mettre en avant autre chose pour... Voilà, dans la lutte. Donc je vous remercie en tous les cas. Et juste rajouter. Donc remercier les invités qui ont accepté de participer à ce débat, un peu houleux, mais quand même qui était très fructueux. Et je voudrais aussi remercier Azadeh et Myriam qui ont su animer cette journée et toute l'assistance. Et puis vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs. Oui, alors du coup, oui, parce que on remercie Amandine qui nous a effectivement proposé, de vous rencontrer. Donc merci beaucoup.